Bonjour tout le monde et bienvenue à cette vidéo sur le chapitre 3. Nous allons nous intéresser au cycle de l'eau et à des notions d'hydrologie. L'eau couvre 71% de la surface de la Terre, mais toute cette eau peut tenir dans une boule d'environ 1400 km de diamètre. Actuellement, 97% de cette eau est salée et se trouve dans les océans et les mers. Seulement 3% est de l'eau douce. Trois quarts de cette eau douce, soit 2,35%, est de la glace des banquises polaires et des hautes montagnes. Seulement un quart de l'eau douce, soit 0,65%, est de l'eau liquide. Une faible proportion, soit 1 millième %, est de l'eau gazeuse, diluée dans l'air, mais cette proportion est très variable dans l'espace et dans le temps. Quelques définitions. Le cycle de l'eau traduit les échanges d'eau liquide, solide ou gazeuse entre les différents compartiments du système climatique. Océan, atmosphère, lac, fleuve, glacier, nappe souterraine, etc. L'eau se trouve donc sous forme salée dans les mers et les océans. Sur les continents, elle se trouve dans les lacs, les fleuves, les glaciers et dans les nappes souterraines. Et dans l'air, elle se trouve sous forme gazeuse. C'est l'énergie solaire qui permet des échanges entre ces différents réservoirs de l'eau selon des flux horizontaux et des flux verticaux. Les flux horizontaux, par exemple les déplacements des nuages. Les nuages sont des gouttelettes ou des cristaux en suspension qui vont se déplacer horizontalement poussés par le vent. Les flux horizontaux sont aussi de l'eau qui ruisselle et s'écoule sur la surface de la Terre. Donc l'eau ruisselle sur la surface et pour rejoindre un réseau hydrographique où l'écoulement va atteindre les lacs et les mers dans un temps plus ou moins long. C'est un flux dit horizontal, mais en réalité, il faut une pente non nulle pour que l'eau coule par gravité vers la mer. Les flux verticaux. Le premier est l'évaporation. Les plans d'eau, les sols subissent de l'évaporation. Les molécules d'eau s'échappent des masses d'eau libres ou contenues dans les interstices des sols et nagent dans l'air et constituent l'humidité de l'air. L'évapotranspiration. Les êtres vivants, animaux ou végétaux, contribuent par leur transpiration à alimenter l'air en eau gazeuse. Le troisième flux vertical est la convection et la condensation. L'air chaud plus léger va remonter verticalement et va emporter avec lui les vapeurs d'eau gazeuse à une certaine hauteur où les conditions de fraîcheur lui permettront de se condenser et il va former des petites gouttelettes assez grosses pour diffuser la lumière et devenir visibles. Ces gouttelettes seront aussi assez légères pour rester en suspension. Ce sont les nuages. Le quatrième flux vertical est les précipitations. Dans des conditions particulières que nous avons vues dans le chapitre climatologie, les gouttelettes des nuages vont atteindre un poids qui leur permettra de retomber sous forme de pluie, de neige ou de grêle, ou de différentes formes de précipitations. Le dernier flux vertical se produit au niveau de la surface du sol, dans le sol, puis dans le sous-sol. C'est l'infiltration et la percolation de l'eau à travers le sol et les formations géologiques. Selon la porosité de ces formations, l'eau va rejoindre les rivières souterraines ou les nappes d'eau souterraines. Dans la plupart des nappes phréatiques souterraines, l'eau circule lentement et finit par ressortir par les sources ou directement par les fonds des cours d'eau. Récapitulons. L'eau s'évapore, devient nuage, se déplace, se condense, tombe sous forme de précipitation, s'infiltre pour rejoindre les nappes phréatiques, s'absorbe par les êtres vivants, s'évapore par transpiration, devient glace sur les montagnes ou sur les banquises polaires, coule en surface sous forme de glace dans les glaciers ou sous forme liquide dans un réseau hydrographique, vers les lacs ou les océans où elle reprend le cycle. Le moteur de ce cycle est l'énergie solaire, qui en favorisant l'évaporation et l'évapotranspiration entraîne les autres échanges et les changements d'état de l'eau. Les changements d'état de l'eau. L'eau est un composé naturel qui existe sous forme de trois états, liquide, solide et gaz. La molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Les trois atomes forment par leur noyau un angle de 105 degrés. Cette configuration fait que la molécule est un pôle chargé négativement et un pôle chargé positivement. Cette propriété permet à une molécule d'eau de se lier par des liaisons hydrogènes à trois autres molécules d'eau. Les changements d'état de l'eau interviennent par activation et désactivation de ces liaisons hydrogènes. Les variations de la température et de la pression rendent les molécules d'eau
plus ou moins mobiles. Elles sont d'autant plus mobiles que la température est élevée. Dans l'air, les molécules d'eau se trouvent à l'état gazeux. Tant que la teneur en eau n'a pas atteint sa valeur de saturation, soit 100% d'humidité, les molécules sont très mobiles. Les molécules bougent tellement vite que les liaisons hydrogènes ne peuvent s'activer. À l'état liquide, les molécules bougent moins vite et des liaisons hydrogènes peuvent se faire et se défaire. À l'état solide, les molécules sont fixes. Toutes les molécules sont liées entre elles par des liaisons hydrogènes. C'est l'état cristallin de l'eau. Les molécules sont bien réparties et bien organisées dans les trois directions de l'espace. Les changements d'état de l'eau dépendent de la pression et de la température, comme le montre le diagramme de phase de l'eau. Alors, dans le diagramme de phase de l'eau, la pression est portée en ordonnée et la température en abscisse. Sur le diagramme, il y a les zones de stabilité de chaque état de l'eau et les courbes qui les séparent. À partir du point triple, qui se trouve à la pression 0,006 bar et la température 0,01 degrés Celsius, par trois courbes. Vers le bas, la courbe de condensation, où on a le passage du solide au gaz, c'est la sublimation, et le passage inverse, c'est la condensation. En haut, à gauche du point triple, c'est la courbe de fusion. Avec le passage du solide en liquide, c'est la fusion. Et le passage inverse, c'est-à-dire du liquide au solide, c'est la solidification. À droite du point triple, c'est la courbe de vaporisation. On peut parler aussi d'évaporation, la transformation du liquide en gaz et le chemin inverse, c'est-à-dire la transformation du gaz en liquide. C'est la liquéfaction. À la pression atmosphérique de 1 bar et à 100 degrés Celsius, l'eau bouillonne. Elle bout et se transforme en gaz. C'est le point d'ébullition de l'eau. Un autre point particulier se trouve sur ce diagramme de phase de l'eau. C'est le point critique qui se trouve à une pression de 218 bars et une température de 374 degrés Celsius. Sous ces conditions, les molécules d'eau s'agitent de plus en plus et les électrons se désolidarisent de leur noyau. On assiste à une désionisation des molécules d'eau. L'état de l'eau est un quatrième état qu'on appelle plasma, qui ne se produit que sous des conditions très particulières. Donc c'est un fluide supercritique. Récapitulons. La transformation du solide en gaz est la sublimation. L'action contraire est la condensation. La transformation du liquide en gaz, c'est l'évaporation et l'action contraire, c'est la liquéfaction. Pour l'évaporation, on peut parler d'ébullition lorsqu'on est à la pression atmosphérique et on est à 100 degrés Celsius. Et l'évaporation, on peut aussi l'appeler vaporisation. Ensuite, nous avons la transformation du solide en liquide, c'est la fusion. Et la transformation du liquide en solide, c'est la solidification. À partir du point critique, le gaz peut se transformer en plasma par ionisation. Le chemin contraire, c'est la désionisation où le plasma peut devenir un gaz. La particularité du diagramme de phase de l'eau, c'est qu'il possède une courbe de fusion à pente négative, contrairement au diagramme de phase de tous les autres corps qu'on appelle des corps normaux. Sur le diagramme de phase d'un corps normal, la courbe de fusion est positive, c'est-à-dire que lorsque la pression du liquide augmente, le corps se transforme en solide. Dans le diagramme de phase de l'eau, cette courbe est négative. Lorsque la pression exercée sur la glace solide augmente, la glace fond. Il y a passage du solide au liquide. L'explication est simple. Pour tous les corps, la pression réduit le volume. Et comme le solide occupe moins de volume que le liquide, l'augmentation de la pression d'un liquide normal transforme ce liquide en solide. Mais pour l'eau, le solide occupe un volume plus grand que le liquide. Et l'augmentation de la pression sur la glace ou un solide le fait fondre et le transformer en liquide. Le bassin versant, appelé aussi bassin hydrographique, c'est une portion de la surface de la Terre drainée par un cours d'eau et ses affluents. C'est une surface hydrologiquement close. Donc le schéma montre une surface drainée par un cours d'eau principal auquel convergent plusieurs affluents. Il existe trois types de bassins versants. Les bassins versants topographiques, hydrogéologiques et hydrauliques. Le bassin versant topographique
est une surface où toutes les précipitations se coulent et convergent vers un point qu'on appelle l'exutoire. Sa limite est la ligne de partage des eaux. Elle correspond aux crêtes de l'encadrement montagneux qui le sépare des bassins voisins. C'est ce qu'on appelle un bassin versant de ruissellement. Alors, la ligne anti-rotée jaune correspond à la ligne de partage des eaux qui sépare le bassin versant des bassins versants voisins. Lors des précipitations, toutes les eaux qui tombent à l'intérieur de cette ligne coulent vers les cours d'eau, les affluents, pour atteindre le cours d'eau principal et convergent vers une sortie qu'on appelle l'exutoire. Le bassin versant hydrogéologique, appelé aussi bassin versant réel, c'est le bassin versant des eaux souterraines, qui n'est pas toujours le même que le bassin versant topographique. La ligne de partage des eaux effective, ici, celle des eaux souterraines, n'est pas la même que celle des eaux de surface. Alors, on reprend le même exemple de tout à l'heure et on examine le comportement de l'eau. Une partie des eaux ruisselle en surface et une partie s'infiltre et coule dans les formations géologiques perméables. Une partie de ces eaux viennent de l'extérieur du bassin versant. Alors comment? Pour comprendre, effectuons la coupe suivant la ligne rouge et regardons la configuration des formations géologiques. Il y a une formation de terrain perméable, de sable, des grès ou bien des calcaires, et il y a une formation de terrain géologique imperméable, des argilites, des marnes ou des schistes. Lorsque les précipitations tombent, les lignes de partage des eaux séparent les eaux qui convergent vers l'intérieur du bassin versant topographique de celles qui vont vers l'extérieur. C'est le bassin versant donc topographique. Une partie des eaux s'infiltre dans les formations géologiques perméables et coule sur la formation imperméable. Une partie de ces eaux vient de l'extérieur du bassin versant topographique. La mobilisation des eaux totales se fait sur l'ensemble du bassin versant hydrogéologique dont les limites sont beaucoup plus larges que le bassin versant topographique. Le bassin versant hydraulique, c'est un bassin versant qui prend en compte l'anthropisation du relief. Les réseaux d'eau usée ou potable, les drainages, les barrages, les pompages ou les dérivations artificielles, les canalisations, les fossés de route. Alors, toutes ces interventions humaines vont faire que le bilan hydrologique se trouve modifié. Ce qui fait que les ressources en eau nécessitent une gestion rationnelle sur une surface qui est limitée selon la répartition du population et leurs besoins en eau. La gestion se fait par des instances étatiques qui gèrent les ressources en eau selon les activités économiques et sociales. Prenons l'exemple de la ville de Fès. La ville de Fès appartient au bassin versant de l'Oued Sebou, qui draine la majeure partie du Maroc nord-ouest. C'est un bassin versant naturel topographique, mais dont les activités d'aménagement et d'infrastructures hydrauliques routières et agricoles, ainsi que la présence d'un certain nombre de grandes villes, Meknès, Kenitra, Tchaza, Tchaounad, Sidi Qassem, Sidi Slimane et autres, fait que ces ressources en eau sont gérées par une agence de l'État, qui est la BHS, Agence du bassin hydraulique de Sebou, qui gère aussi bien les eaux de surface que les eaux souterraines. Dans le bassin versant existent 10 grands barrages et 44 petits lacs collinaires. Il y a le barrage Al-Wahda sur le Oued Ouargha, c'est le deuxième grand barrage d'Afrique après Aswan en Égypte. Il y a le barrage Driss Ier sur le Wadi Nawen, le barrage Al-Fassi sur le Oued Sebou en amont, le barrage Al-Qansara sur le Oued Beht, le barrage Sidi Shahed sur le Oued Mekkes. Donc il y a un certain nombre de grands barrages. En plus des barrages, il y a des aménagements hydrauliques comme l'aqueduc souterrain de 8 mètres de diamètre qui transfère le surplus d'eau du barrage El-Fassi vers le barrage Driss Ier sur une distance d'une vingtaine de kilomètres, en plus de nombreux canaux de dérivation qui ont été aménagés dans la plaine du Gharb pour l'irrigation. Comportement hydrologique d'un bassin versant. L'étude de la réaction hydrologique d'un bassin versant face à une sollicitation de précipitation est réalisée par l'établissement d'un hydrogramme de crue à l'exutoire du bassin versant. Cela concerne uniquement les eaux d'écoulement en surface et non celles qui s'infiltrent en profondeur dans les substrats. Lorsque des précipitations tombent sur un bassin versant, les apports en eau vont gonfler les eaux qui coulent dans le réseau hydrographique, oui, dans le cours d'eau principal.
et vont augmenter les débits. C'est la crue. L'un des aspects de l'étude de la crue consiste à établir l'hydrogramme de crue. C'est une représentation graphique de l'évolution du débit Q en mètres cubes par seconde en fonction du temps en heures à une certaine section du cours d'eau. C'est un graphique dans lequel sont représentés en abscisse les temps en heures et en ordonnée les débits en mètres cubes par seconde. La courbe dessinée par ces deux paramètres constitue l'hydrogramme de crue. L'hydrogramme de crue est caractérisé par sa vitesse et son intensité. La vitesse, c'est le temps de montée de la crue à sa pointe, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre l'arrivée de la crue à la station de mesure, généralement à l'exutoire, et le maximum de l'hydrogramme de crue, c'est-à-dire le temps de débit de pointe. L'intensité, c'est le débit de pointe, c'est-à-dire le volume maximal qui passe par unité de temps au maximum de la crue, à la pointe de la crue. Ces deux paramètres qui caractérisent l'hydrogramme de crue sont en fonction du type et de l'intensité de la précipitation qui sollicite le bassin versant, ainsi que des caractéristiques de ce dernier. Quelles sont alors les caractéristiques des bassins versants qui influencent la réaction vis-à-vis des sollicitations des précipitations? Le fonctionnement d'un bassin versant dépend en premier lieu des caractéristiques climatiques, c'est-à-dire de la quantité des précipitations qui tombent sur le bassin versant. Cependant, beaucoup d'autres paramètres contrôlent le comportement des écoulements. L'ensemble des caractéristiques joueront un rôle non seulement dans la réponse hydrologique du bassin à une sollicitation des précipitations, c'est-à-dire le régime des écoulements, mais aussi en amont, et le rôle que joue le relief directement sur le processus de formation de pluie. L'ensemble des caractéristiques peut être groupé en trois catégories: les caractéristiques géométriques, les caractéristiques hydrographiques et les caractéristiques agropédogéologiques. Les caractéristiques géométriques, ce sont des caractéristiques basées sur la dimension de la surface réceptrice des précipitations, sur sa forme et sa morphologie, c'est-à-dire les variations topographiques et les reliefs. Commençons par la surface. Le bassin versant correspond à la surface de réception des précipitations et d'alimentation des cours d'eau et des nappes phréatiques. Les débits vont être en partie reliés à la dimension de la surface. Plus la surface qui reçoit les précipitations est grande, plus la quantité des eaux de ruissellement est importante et plus le débit du cours d'eau principal est élevé. Il s'agit de la surface en plan du bassin versant. Il est généralement déterminé soit à l'aide d'outils informatiques, soit de manière approchée manuellement. La forme. La forme d'un bassin versant influence l'allure de l'hydrogramme de crue, courbe de variation temporelle du début d'écoulement d'eau à l'exutoire du bassin versant. Donc, on voit nettement que l'hydrogramme de crue est très différent entre un bassin arrondi et un bassin allongé. Le temps de la crue de pointe est beaucoup plus rapide dans un bassin arrondi que dans un bassin allongé et l'intensité des débits est aussi importante dans un bassin arrondi que dans un bassin allongé. Pour une même pluie, une forme allongée favorise les faibles débits de pointe de crue qu'une forme arrondie, ceci en raison des temps d'acheminement de l'eau, c'est-à-dire les temps de concentration de l'eau, qui parcourent de plus grandes distances jusqu'à l'exutoire ou jusqu'à la station de mesure. La topographie et les reliefs. Un certain nombre de paramètres caractérisent la topographie: la courbe hypsométrique, les altitudes moyennes et médianes, la pente moyenne, le profil longitudinal. Alors, la courbe hypsométrique ou l'hypsogramme est un graphique sur lequel les valeurs des altitudes sont réparties en intervalles, les classes d'altitude, et qui permet de déduire un certain nombre d'interprétations. La courbe hypsométrique représente la répartition de la surface du bassin versant en fonction de son altitude. Elle va fournir une vue synthétique de la pente du bassin versant, donc de son relief. Pour élaborer une courbe hypsométrique d'un bassin versant, il faut réaliser en premier un hypsogramme, c'est-à-dire un graphe sous forme d'un histogramme des classes d'altitude. Pour cela, on va subdiviser le bassin versant en classes d'altitude. Notre bassin versant a des altitudes qui varient de 400 mètres à 1800 mètres. On subdivise le bassin versant donc en classes d'altitude de 200 mètres. On commence par la classe 400-600.
puis la classe 600, 800, la classe 800, 1000 et ainsi de suite. Sur un tableau, on reporte les classes d'altitude avec leur surface en hectares. On calcule le pourcentage de surface pour chaque classe par rapport à la surface totale. Et puis on calcule aussi le pourcentage des surfaces cumulatives, autrement dit le pourcentage de la surface au-dessus d'une limite inférieure. Ce tableau va nous permettre de tracer l'hypsogramme et la courbe hypsométrique. Sur un graphique, on porte en ordonnée les classes d'altitude et en abscisse les surfaces. On ajoute un axe d'abscisse pour les pourcentages des surfaces. Et on dessine l'hypsogramme avec les pourcentages de surface de chaque classe d'altitude. Ensuite, on dessine la courbe cumulative avec les pourcents cumulatifs des altitudes. Et cette courbe cumulative, c'est la courbe hypsométrique. À partir de cette courbe, on peut déduire un certain nombre de paramètres qui peuvent nous aider à interpréter le façonnement des reliefs et l'âge relatif du bassin. L'altitude médiane correspond au point d'abscisse 50% de la courbe cumulative. Ici, elle est de 1130 mètres, qu'on lit directement sur la courbe hypsométrique. Le mode ou l'altitude la plus fréquente. Il correspond ici à 43% pour la classe 1000-1200 mètres. C'est la classe d'altitude la plus représentative. L'altitude moyenne. Dans ce cas, elle est mesurée statistiquement par la formule, cette formule-là. On rapporte l'altitude moyenne en fonction de la répartition en surface des différentes classes d'altitude. H moyenne, c'est la hauteur moyenne, ou bien l'altitude moyenne du bassin versant en mètres. 1 sur A. A, c'est la surface totale du bassin versant en hectares, qui est de 10 000 hectares. SI, la surface comprise entre deux courbes de niveau dans une classe d'altitude. HI et HI plus 1, ce sont les altitudes en haut et en bas qui délimitent la classe d'altitude, qui délimitent la surface SI de la classe d'altitude. En appliquant la formule, on trouve que l'altitude moyenne est égale à 1046 mètres. On va la porter sur la courbe cumulative et on trouve qu'elle correspond à environ 70% de la surface. Que 70% de la surface se trouve au-dessus de 1046 mètres. On compare notre courbe cumulative avec ce graphique dans lequel nous avons les courbes cumulatives représentant les états d'érosion des différents bassins versants. Un bassin versant jeune, un bassin versant en équilibre, mature, et un vieux bassin versant. Alors pour le bassin versant jeune, la superficie est faible pour les altitudes faibles, ce qui caractérise des bassins abrupts, avec des altitudes élevées. Pour les vieux bassins versants, l'altitude est celle d'une plaine douce d'un cours d'eau malgré une superficie grande. Donc il a été très fortement érodé. Notre bassin versant est un bassin versant comparable à un bassin versant mature. Donc dans ce cas, c'est un bassin versant en cours d'érosion. Selon cette classification, ce degré d'érosion caractérise l'âge du bassin versant. Les caractéristiques hydrographiques du bassin versant. Ce sont les deuxièmes caractéristiques du bassin versant. À la surface du bassin versant, le réseau de drainage ou le réseau hydrographique est défini comme l'ensemble des cours d'eau naturels ou artificiels, permanents ou temporaires qui participent à l'écoulement de l'eau sur un bassin versant. La forme des réseaux hydrographiques sont multiples. Ils peuvent être dendritiques, entrayés, parallèles, rectangulaires, radiales, annulaires, multibassins ou contournés. Elles dépendent de 4 principaux facteurs qui sont la géologie, le climat, la pente du terrain et l'homme et l'action anthropique. La géologie contrôle l'écoulement de l'eau et le creusement des lits des cours d'eau du réseau hydrographique par la nature des substrats et par la structure des formations géologiques. Selon la nature des substrats, on peut opposer les roches tendres aux roches dures, les roches solubles aux roches insolubles. L'écoulement se comporte différemment selon que les roches sur lesquelles il coule sont des roches sédimentaires, magmatiques ou métamorphiques. On peut mettre dans ce facteur aussi les matériaux issus de l'altération des roches, ces matériaux qui peuvent être fins, grossiers, plastiques, meubles. Plusieurs caractéristiques dont la nature des matériaux peut influencer sur l'écoulement de l'eau. La géologie agit aussi par
la structure des formations géologiques par les failles, par les plissements, l'écoulement empruntant généralement les zones de faiblesse préexistantes dans la configuration, contrôle le type du réseau hydrographique. Le climat agit par la quantité de précipitations. Plus il y a d'eau, plus le cours d'eau creuse des vallées profondes. Prenons les cas extrêmes. Le réseau hydrographique est dense dans les régions montagneuses très humides et il est lâche et tend à disparaître dans les régions désertiques. La pente. Elle détermine si les cours d'eau sont en phase érosive ou en phase de dépôt et sédimentaire. Dans les zones élevées, en pente forte, les cours d'eau érodent et creusent la roche sur laquelle ils s'écoulent. Les vallées sont étroites et profondes. En plaine, en pente faible, les cours d'eau s'écoulent sur un lit où la sédimentation prédomine. L'effet anthropique ou bien les activités humaines. Le drainage des terres agricoles, la construction des barrages, l'endiguement, la protection des berges et la correction des cours d'eau, les canalisations, toutes ces activités modifient continuellement le tracé original du réseau hydrographique. Les troisièmes caractéristiques du bassin versant sont les caractéristiques agropédogéologiques. Une quantité importante de l'eau des précipitations interceptées à la surface du bassin versant n'arrive pas à l'exutoire. Elle est soit infiltrée en profondeur, soit évaporée directement ou par les êtres vivants, végétaux ou animaux. La surface du bassin versant intercepte les précipitations par tous les éléments qui se trouvent. Les affleurements rocheux, les sols, la végétation, ainsi de suite. Une partie des eaux est interceptée par le feuillage des végétaux et par les autres éléments, et une partie atteint la surface du sol. Sur cette dernière quantité, une proportion s'infiltre et une autre ruisselle et coule en surface pour rejoindre le réseau hydrographique. Dans la proportion qui s'infiltre, une partie est fortement retenue dans les interstices du sol, c'est la réserve utile disponible pour les végétaux. Et une grande partie s'infiltre profondément et percole à travers le substrat géologique pour alimenter les nappes d'eau profonde. Avec la chaleur, l'eau du sol et celle retenue par les feuillages des végétaux est évaporée directement. Les végétaux aspirent l'eau de la réserve utile pour leurs besoins biologiques et une partie est transpirée et injectée dans l'atmosphère. L'infiltration et l'évapotranspiration constituent donc les principales actions de ces facteurs agro-géopédologiques. L'infiltration. L'infiltration est le transfert de l'eau à travers les couches superficielles du sol. L'eau d'infiltration remplit en premier lieu les interstices, les espaces intergranulaires du sol en surface, puis pénètre dans le sous-sol. Une partie restera dans le sol lui-même sous l'action des forces de succion qui retient l'eau dans les espaces entre les grains, c'est la réserve utile disponible aux végétaux, et une partie s'infiltrera plus profondément sous l'action de la gravité et alimentera les nappes d'eau profonde. L'infiltration est conditionnée par un certain nombre de facteurs. Le type de sol, la structure, la texture et la porosité du sol. La structure, c'est la nature des liaisons entre les particules du sol. Plus les particules sont liées, moins l'eau va s'infiltrer. La texture, c'est la granularité et les calibres des particules du sol. Plus elles sont grossières, plus l'eau s'infiltre et vice-versa. La porosité, ce sont les vides intergranulaires entre les grains. Plus il y a des pores et du vide, plus l'eau s'infiltre. La compaction de la surface du sol due à l'imperméabilisation causée par un certain nombre de phénomènes. Les croûtes dues aux précipitations chimiques, un certain nombre d'éléments chimiques précipitent dans les sols, comme les carbonates ou la silice, et forment des croûtes en pellicule ou en dalles qui sont imperméables. L'effet splatch des gouttes de pluie et la création de croûtes de battance.
L'effet splash des gouttes de pluie, c'est l'impact des gouttes de pluie sur le sol. Les gouttes de pluie désagrègent les mottes et les agrégats des sols et éjectent sur de courtes distances, quelques décimètres, les particules fines qui sont redistribuées entre les particules grossières et qui colmatent les pores et forment ce qu'on appelle une croûte de battance qui favorise l'écoulement et s'oppose à l'infiltration. Le nom vient de la battance, du verbe battre des gouttes de pluie. L'utilisation des lourdes machines agricoles qui tassent le sol. Le poids des machines provoque le tassement du sol et un encroûtement sur une certaine profondeur du sol qui devient imperméable et favorise l'écoulement. La végétation influence positivement l'infiltration en ralentissant l'écoulement de l'eau à la surface, lui donnant ainsi plus de temps pour pénétrer dans le sol. Donc, il s'oppose à l'écoulement en surface et favorise l'infiltration. Le système racinaire améliore la perméabilité du sol. Le feuillage de la végétation protège le sol de l'impact des pluies et diminue par voie de conséquence le phénomène de croûte de battance. La topographie et la morphologie. La pente agit à l'opposé de la végétation en favorisant les écoulements aux dépens de l'infiltration. Donc, l'inclinaison des pentes va accélérer l'écoulement qui acquérera de l'énergie pour creuser et couler. La teneur en eau initiale du sol, ce qu'on appelle l'humidité initiale. L'humidité du sol est un facteur essentiel du régime d'infiltration car les forces de succion des particules du sol sont aussi fonction du taux d'humidité du sol. Le régime d'infiltration au cours du temps évolue différemment selon que le sol est initialement sec ou humide. Enfin, l'alimentation en eau des nappes profondes par les eaux gravitaires dépend des caractéristiques du substrat géologique et ça sera le sujet du 5e chapitre, l'hydrogéologie. Le deuxième paramètre des caractéristiques agropédogéologiques est l'évapotranspiration. L'évaporation est la quantité d'eau transférée vers l'atmosphère par l'évaporation au niveau du sol et des plans d'eau libres comme les lacs et les cours d'eau. L'interception des précipitations par les feuillages des arbres, ces gouttelettes qui restent sur les feuilles n'atteignent pas le sol, ils vont s'évaporer. Et puis la transpiration des plantes. Les plantes aspirent l'eau à partir du sol par les racines. Cette eau, à cause de la chaleur, sera transpirée et injectée dans l'atmosphère. La quantité totale d'eau rejetée dans l'atmosphère par la transpiration des plantes est immense. À titre d'illustration, un grand chêne peut évapotranspirer jusqu'à 100 litres d'eau par jour, soit 1 tonne d'eau en moyenne par journée ensoleillée. Un bouleau évapore par jour 75 litres d'eau. Un hêtre peut évaporer jusqu'à 100 litres d'eau par jour. Le bilan hydrologique. C'est la dernière notion d'hydrologie qu'on va voir dans ce chapitre. Le bilan hydrologique représente le bilan des quantités d'eau entrant et sortant d'un système défini dans l'espace, entité naturelle en général, un bassin versant, et dans le temps, à savoir l'année hydrologique. On peut travailler sur plusieurs années, sur des décennies, donc généralement on travaille sur l'année hydrologique. Le bilan hydrologique concerne les eaux de surface. Il se calcule de la même manière qu'un budget. Le bilan est positif quand il y a plus d'eau de surface que l'année dernière. Il est négatif lorsqu'il y en a moins. Donc les entrées d'eau se font uniquement par les précipitations. Les sorties sont assurées par le ruissellement de surface et l'écoulement souterrain. On utilise cette formule pour calculer le bilan hydrologique. P plus S égale R plus E plus S plus ou moins delta S. Alors P, c'est les précipitations, liquides ou solides, mesurées en millimètres. S, c'est les ressources en eau existantes de la période précédente, en millimètres. Alors, les pertes, R, c'est le ruissellement de surface qui va sortir du bassin versant au niveau de l'exutoire, et les écoulements d'eau souterrains qui vont couler en profondeur. E, c'est l'évaporation, y compris l'évapotranspiration. L'évaporation peut aller jusqu'à un tiers de la quantité d'eau perdue. Plus DS, les ressources accumulées à la fin de la période. Le bilan hydrologique, il est positif lorsque la partie gauche de l'équation est supérieure à la partie droite et inversement. Lorsque la partie droite de l'équation est supérieure à la partie gauche, le bilan est négatif. Prochainement, nous allons attaquer le cycle des roches sédimentaires, le chapitre 4, par une série de vidéos. Je vous remercie.